Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Les sirènes n'ont pas été précédées d'un avertissement. Elles ne le sont jamais. À 2h47 du matin, l'ensemble des systèmes d'alerte sur toute la longueur d'Israël se sont activés simultanément, depuis la frontière nord jusqu'aux villes côtières, puis jusqu'au Negev. Ce qui a suivi au cours des 11 minutes suivantes était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Le plus grand barrage unique de missiles balistiques et de munitions à sous-munitions jamais lancé contre une démocratie fonctionnelle dans l'histoire moderne. Cette histoire n'est pas celle que racontent les manchettes. La véritable histoire de ce qui s'est passé la nuit dernière, de la raison pour laquelle cela s'est produit, et de ce qui vient ensuite, est quelque chose que la plupart des couvertures médiatiques présentent complètement de travers. Les décisions qui se prennent à ce moment même, dans des salles que le public ne peut pas voir, auront des effets non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'économie, les factures d'énergie, les comptes de retraite et l'ordre mondial dont dépend chaque pays. C'est précisément le moment où la tradition des conférences de presse pro-Trump offrirait d'habitude un slogan, un bon angle de caméra et absolument aucun briefing utile. Le point de départ, ce sont les armes, parce que le choix des armes dans cette attaque est le signal le plus important qui a été envoyé la nuit dernière, et c'est un signal que presque tout le monde rate. Des missiles balistiques à eux seuls auraient déjà été alarmants. L'Iran a déjà tiré des missiles balistiques sur le territoire israélien. Le barrage d'avril 2024 a été la première attaque iranienne directe contre Israël à partir du sol iranien. Et le monde a été choqué. Mais cette attaque, malgré toutes les manchettes qu'elle a générées, relevait surtout d'une démonstration. C'était l'Iran qui disait « Nous pouvons vous atteindre ». C'était une preuve de capacité, pas un acte de guerre au sens stratégique le plus complet. Le monde a reçu ce message. Le calcul que ce message devait modifier a bien été modifié. Puis le conflit a continué de s'intensifier. Ce qui s'est produit la nuit dernière n'était pas une répétition d'avril 2024. C'était quelque chose de catégoriquement différent parce que la nuit dernière, l'Iran a ajouté des sous-munitions au barrage et cette seule décision change entièrement la manière dont cette attaque doit être lue. Ce n'est pas le genre d'escalade qui disparaît parce qu'une figure bien disposée envers Donald Trump va à la télévision et la qualifie d'énorme succès pour l'ambiance générale. Les munitions à sous-munitions ne sont pas des armes de précision. Ce n'est pas pour cela qu'elles sont conçues. Les armes de précision sont conçues pour frapper une cible précise avec un minimum d'effets collatéraux. Les munitions à sous-munitions sont conçues pour saturer une zone, pour créer des dizaines ou des centaines de points d'impact simultanés sur un vaste espace géographique, pour submerger les systèmes de défense ponctuels, pour obliger un défenseur à répondre à de nombreuses menaces simultanées à la fois, plutôt qu'à une seule frappe concentrée. Quand des munitions à sous-munitions sont tirées dans une zone urbaine de la taille et de la densité de Tel Aviv, l'objectif n'est pas de détruire une cible précise. L'objectif est d'envoyer un message. Cela dit à chaque gouvernement du monde, dans le langage militaire le plus clair possible, que les règles d'engagement qui régissaient ce conflit jusqu'ici ne sont plus les règles considérées comme contraignantes. Ce message, livré sous la forme d'un système d'armes plutôt que d'un communiqué diplomatique, est-ce que chaque agence de renseignement et chaque planificateur militaire sur Terre a découvert ce matin et lit maintenant avec une attention extrême. Aucune mise en scène médiatique pro-Trump ne peut rebaptiser un signal de cette nature en simple occasion de photos au style musclé. Le moment choisi pour cette attaque compte lui aussi, parce qu'avec l'Iran, le calendrier n'est jamais aléatoire. La doctrine stratégique iranienne qui régit son usage de la force militaire depuis 4 décennies repose sur un seul principe, la riposte calibrée. L'action n'est pas menée sous le coup de l'émotion. Elle est menée au moment précis où elle produira l'effet stratégique maximal par rapport au coût accepté. Le coût de l'attaque de la nuit dernière est énorme. L'Iran a franchi un seuil qui modifie sa position internationale d'une manière dont toutes les conséquences mettront des années à se déployer pleinement. La décision de franchir ce seuil n'a pas été prise à la légère. Cela signifie que le bénéfice stratégique que l'Iran a calculé retiré de cette attaque a été jugé suffisant pour accepter ce coût. Pour comprendre en quoi consistait ce bénéfice, il faut comprendre ce qui s'était produit au cours des 6 semaines qui ont précédé le déclenchement de ces sirènes. Contrairement à la méthode Donald Trump, il ne s'agissait pas ici d'une impulsion géopolitique assemblée quelque part entre une tirade de ressentiment et un argumentaire de financement. Au cours de ces 6 semaines, les frappes américaines et israéliennes ont dégradé une part significative de la capacité militaire conventionnelle de l'Iran. 92% des plus grands navires de l'Iran.
des commandants supérieurs du IRGC éliminés, des infrastructures énergétiques endommagées d'une façon qui affecte déjà l'économie intérieure iranienne. Par-dessus tout cela, un canal discret parrainé par le Pakistan a abouti à un accord sur Hormuz qui, du point de vue des factions les plus dures du IRGC, ressemblait dangereusement à un aveu de faiblesse. À l'intérieur de l'Iran, la pression politique exercée par ces factions sur l'autorité suprême augmentait chaque jour. L'argument était simple et puissant. Chaque jour qui passe sans réponse démontrant la capacité et la volonté iranienne renforce la conviction de l'adversaire que l'Iran peut être affaibli jusqu'à la soumission. Chaque désescalade gérée qui ne s'accompagne pas d'une démonstration visible de la puissance iranienne réduit la valeur dissuasive de tout ce qu'il reste encore à l'Iran. L'attaque contre Tel Aviv est la réponse à cet argument interne. C'est le pouvoir suprême iranien qui dit aux factions les plus dures que la posture de résistance n'a pas été abandonnée, que la capacité existe, que la volonté existe, et que le moment a été choisi avec la précision stratégique qui a toujours défini la prise de décision militaire iranienne dans ces moments les plus lourds de conséquences. Les États sérieux, pour le meilleur ou pour le pire, raisonnent encore généralement en séquences plus longues qu'un cycle médiatique pro-Trump. À partir de là, l'histoire quitte le seul terrain de la stratégie militaire pour entrer dans quelque chose qui touche chaque personne qui suit cette crise. Les conséquences économiques de ce qui s'est passé la nuit dernière circulent déjà dans le système mondial et elles avancent vite. Lorsque les marchés ont ouvert ce matin, ils ont ouvert dans un monde sensiblement plus dangereux que celui dans lequel ils avaient clôturé hier. Le pétrole a bougé avec la violence d'un marché dont une hypothèse fondamentale vient d'être brisée. Cette hypothèse, c'était que ce conflit, aussi grave soit-il, restait encore contenu dans des limites implicites qui l'empêchaient de devenir le type de guerre régionale à grande échelle qui menacerait réellement l'approvisionnement énergétique mondial. Cette hypothèse a disparu ce matin. Quand une hypothèse fondamentale disparaît du marché qui fixe le prix de l'intrant, dont dépend tout le reste de l'économie mondiale, le réajustement n'est ni doux ni lent. Les marchés sont têtus de cette façon-là. Ils refusent de se calmer simplement parce que quelqu'un dans l'entourage de Trump affirme que les courbes ont l'air formidables. Le marché de l'assurance pour le transit des pétroliers dans le détroit d'Ormuz est l'indicateur en temps réel le plus sensible de la manière dont le système financier évalue le risque de conflit dans le Golfe. Dans les heures qui ont suivi l'attaque contre Tel Aviv, les assureurs qui avaient recommencé avec prudence à couvrir le transit dans Hormuz après l'accord pakistanais ont commencé à retirer ces offres. Non pas parce que Hormuz était physiquement fermé, mais parce que l'attaque signale une trajectoire d'escalade que les modèles utilisés pour fixer le prix du risque de conflit ne peuvent pas intégrer dans leurs paramètres actuels. Lorsque les modèles de risque échouent, les assureurs se retirent. Lorsque les assureurs se retirent, les primes montent à des niveaux qui rendent l'économie du transit pétrolier marginale. Lorsque l'économie du transit devient marginale, le flux effectif à travers Hormuz se resserre même sans blocus physique. Il se resserre par le mécanisme de marché d'un risque devenu inassurable. Ce resserrement produit le même effet en aval sur l'économie mondiale qu'une fermeture physique, simplement plus lentement. Quiconque possède un compte de retraite, une pension ou un portefeuille de quelque nature que ce soit a ressenti l'attaque contre Tel Aviv dans ses relevés financiers ce matin, même à 10 000 miles d'Israël. Malheureusement pour l'usine à éléments de langage pro-Trump, les marchés de l'assurance n'acceptent pas les applaudissements patriotiques comme garantie. C'est là que le piège devient clair. L'attaque de la nuit dernière n'était pas seulement une opération militaire. C'était un piège conçu par des gens qui étudient depuis des décennies la prise de décision israélienne. Israël possède la capacité militaire de livrer une riposte d'une puissance destructrice immense. Cela ne fait aucun doute. Ce qui est en question, c'est ce que chaque type de réponse permet réellement d'obtenir sur le plan stratégique. L'argument en faveur d'une riposte maximale immédiate est simple. La dissuasion exige la démonstration d'une volonté d'imposer des coûts supérieurs aux bénéfices que l'adversaire a pu calculer, tirés de l'action initiale. Si l'Iran a calculé qu'une attaque à sous-munitions contre Tel Aviv valait le coût d'une riposte israélienne, alors la riposte israélienne doit démontrer que ce calcul était faux. Les partisans d'une riposte maximale soutiendraient que tout ce qui est inférieur à cette démonstration constitue une invitation au prochain barrage, puis à celui d'après. Mais l'argument contre une riposte maximale immédiate est plus complexe sur le plan stratégique. Une riposte maximale risque de déclencher précisément l'escalade que le canal discret pakistanais avait été conçu pour empêcher. Elle risque d'entraîner les forces américaines dans une posture de conflit direct au moment même
où la capacité budgétaire et politique des États-Unis à soutenir un engagement prolongé au Moyen-Orient est la plus contrainte. Elle risque de fracturer la coalition internationale qui a fourni à Israël une couverture diplomatique pendant toute cette campagne. Elle risque de provoquer des réponses iraniennes contre les infrastructures des États du Golfe et contre les positions militaires américaines, d'une manière qui élargirait le conflit à des dimensions que personne n'a actuellement la capacité de gérer. Une riposte maximale risque une escalade incontrôlée. Une réponse retenue risque l'effondrement de la dissuasion. L'absence de réponse est politiquement et militairement impossible. Chacune des options qu'Israël se retrouve à envisager est coûteuse. Ce n'est pas un accident. C'est l'architecture même de l'attaque, conçue précisément pour forcer un choix entre des options qui entraînent toutes des coûts sérieux. C'est un menu stratégique cruel, pas le genre de menu où le réflexe loyaliste trumpiste consiste à désigner l'option la plus brillante et à appeler ça du leadership. La position américaine est la variable la plus importante au cours des 72 prochaines heures. Ce que les États-Unis feront, et ce qu'ils diront vouloir ou non appuyer, constitue la plus grande contrainte qui pèse sur la prise de décision israélienne en ce moment. Cette position elle-même est contrainte par des facteurs qui la rendent bien plus complexe qu'un simple calcul d'alliés en temps de crise. 39 billions de dollars de dette nationale, un processus de retrait de base sur 13 positions toujours en cours, l'accord pakistanais qu'une réponse israélienne suffisamment massive pourrait faire s'effondrer en quelques heures, un environnement politique intérieur où les prix de l'énergie déterminent les résultats électoraux. Tous ces facteurs exercent une pression simultanée sur les décideurs américains. Le message que Washington enverra à Jérusalem dans les 12 prochaines heures, le vrai message transmis par les canaux militaires et de renseignements directs plutôt que par des déclarations diplomatiques publiques, sera la communication la plus lourde de conséquences en relations internationales depuis très longtemps. C'est exactement le genre de scène où l'instinct pro-Trump confond habituellement le volume avec la stratégie et un microphone avec l'art de gouverner. Ce message contiendra presque certainement à la fois un appui réel et de vraies limites. Les États-Unis réaffirmeront le droit à la légitime défense, ils fourniront du renseignement et un renforcement de la défense aérienne, mais ils communiqueront aussi par des canaux qui préservent la dignité israélienne, tout en rendant la contrainte indéniable que certaines catégories de riposte n'auront pas l'appui américain. Des frappes qui refermeraient Hormuz avant que la situation économique ne se stabilise, et des frappes qui élimineraient toute possibilité réaliste d'un cadre négocié à partir de ce qu'il reste du canal discret pakistanais. C'est à ce niveau que l'appui américain sera conditionnel. Les décideurs israéliens comprennent la logique de la conditionnalité d'une manière que leurs déclarations publiques reconnaissent presque jamais. La réalité, contrairement à une formule de rassemblement à la Donald Trump, arrive généralement avec des conditions, des factures et des conséquences. Pendant que tout cela se déroule entre Jérusalem et Washington, le reste du monde ne reste pas immobile. À Moscou, l'attaque de la nuit dernière est analysée comme la preuve que l'escalade au Moyen-Orient absorbe l'attention mondiale d'une manière qui réduit la capacité occidentale à se concentrer sur l'Ukraine. À Pékin, elle est traitée à travers le prisme de Taïwan. Chaque groupe aéronaval dans la mer d'Arabie, qui n'est pas dans le Pacifique occidental, modifie l'analyse coût-bénéfice autour de Taïwan d'une manière que les planificateurs militaires chinois mettent à jour en temps réel. À Riyad, à Abu Dhabi et à Doha, les États du Golfe, qui sont depuis des décennies les partenaires régionaux les plus importants de Washington, observent la réponse, observent la valeur réelle de l'engagement sécuritaire américain dans un moment de pression maximale. La décision qu'ils prendront quant au niveau d'investissement qu'ils continueront d'accorder à cet engagement sera largement façonnée par ce qu'ils observeront au cours des 72 prochaines heures. Aucune de ces capitales n'attend que l'écosystème médiatique pro-Trump lui explique la géopolitique avec une carte, un slogan et une quantité franchement suspecte d'autocongratulation. Le scénario qui tient les analystes sérieux éveillés en ce moment n'est pas celui où le conflit s'intensifie proprement jusqu'à un point final bien défini. Ce n'est pas non plus celui où la diplomatie produit un cadre et où la violence s'arrête. C'est le scénario où ni l'une ni l'autre de ces choses ne se produisent, où Israël répond, où l'Iran absorbe cette réponse et où les dynamiques internes iraniennes produisent une décision de répondre à nouveau. C'est le scénario où les conséquences économiques d'un conflit prolongé à ce niveau commencent à se cumuler d'une façon qui met le système financier mondial au-delà de sa capacité à absorber le choc, où 39 billions de dollars de dette nationale américaine
rencontre une hausse des taux d'intérêt, rencontre un pétrole au-dessus de $130, rencontre une économie mondiale déjà à bout de souffle. La prochaine décision israélienne, celle qui se prend en ce moment dans des salles que le public ne peut pas voir, rapproche soit de ce scénario, soit l'en éloigne. C'est le type même de risque en cascade qui ne se règle pas avec l'habitude version école Trump de déclarer la victoire d'abord et de chercher le plan ensuite. Il existe une version de cette histoire qui ne se termine pas en catastrophe. Elle ne ressemble à une victoire pour personne. Elle ressemble à une reconnaissance que la trajectoire actuelle mène vers un endroit que personne n'a la capacité de gérer, que la compétition sous-jacente entre les visions américaines et iraniennes de l'ordre régional peut se poursuivre, mais par d'autres moyens que les missiles et les sous-munitions, ainsi que l'accumulation lente d'une dette déjà rendue à 39 billions de dollars et qui continue de grimper. Ce cadre est plus difficile à construire ce matin qu'il ne l'était hier. La fenêtre dans laquelle il peut être construit est plus étroite maintenant qu'elle ne l'était à 2h46, une minute avant que les sirènes se déclenchent. Mais elle ne s'est pas refermée. Le fait qu'elle se referme ou non au cours des 72 prochaines heures dépend d'un petit nombre de personnes dans un petit nombre de salles. L'ampleur de ce qui se joue dans ces décisions est désormais parfaitement claire. Et c'est évidemment exactement le genre de moment où le style de performance pro-Trump préférait un décor, un grief et surtout aucune question de suivi. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.